Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a un nouveau souverain, Charles III. 3 femmes ont marqué sa vie. Sa mère, Élisabeth II, qui a fait de lui l'éternel prince héritier. Diana, qui a changé le prince charmant en mari adultère. Et Camilla, compagne fidèle qui a redoré son image. Mais qui est vraiment Charles III? Et comment s'annonce son règne? I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. Élisabeth II vient de s'éteindre. En ce jour de deuil, le nouveau roi s'adresse à la nation. On a tous pensé, que va-t-il se passer maintenant? D'autant que 97% de la population mondiale n'a connu que la reine comme figure de proue, comme celle qui jouait le rôle de guide indéfectible. Lors de son accession au trône, Élisabeth II avait fait la promesse de vouer sa vie au service de la nation. That promise of lifelong service, I renew to you all today. Quand le roi Charles a fait sa première allocution, il a réussi à capter notre attention. Il a su apaiser les esprits à bien des égards. Nous avons eu l'assurance que ce serait différent, plus modeste certes, mais plus moderne aussi, et très solide. Devant le palais de Buckingham, le roi va à la rencontre de ses sujets. C'était complètement inédit. Les gens voulaient lui serrer la main. Ils étaient tristes, bien sûr, à cause de la mort de la reine, mais ils saluaient aussi le nouveau roi. C'était un moment vraiment extraordinaire. En allant vers les gens, il a donné le ton de son règne. Il a montré qu'il serait un monarque proche de ses sujets. L'agenda du souverain est une suite de rendez-vous et de déplacements. Il voyage à travers le monde, mais il se doit aussi de sillonner toutes les régions de son royaume. Charles participe chaque année à environ 200 événements publics. À cela s'ajoutent 500 réunions en comités plus réduits, avec des représentants des cultes, des bienfaiteurs, des diplomates et des personnalités politiques. Camilla est souvent présente, mais elle a son propre emploi du temps. Ce doit être épuisant. Je ne sais pas si c'est très amusant d'avoir tout à coup un nouvel emploi à 75 ans. Je crois que Camilla est parfaite pour Charles, parce que c'est une femme qui a les pieds sur terre, qui apprécie de boire un petit gin tonic et qui est parfaitement bien dans sa peau. On le voit clairement au fait qu'elle n'a jamais eu recours à la chirurgie esthétique, par exemple. Elle s'aime telle qu'elle est. C'est quelqu'un de très équilibré et ensemble, ils forment un couple harmonieux. Charles et Camilla partagent l'amour de la campagne et des longues promenades en pleine nature. La monarchie possède plusieurs domaines. Il est rare que le couple donne un aperçu de sa vie privée, comme celui-ci. Il est un homme vraiment exceptionnel. On le perçoit comme une personne très sérieuse, et il l'est. Mais j'aimerais que le public puisse aussi découvrir ses côtés plus légers. Camilla est passée de persona non grata à reine consort. Un épilogue qui aurait semblé impensable il y a quelques années, tant le public britannique la tenait pour responsable de l'échec du mariage entre Charles et Diana. Elle a gagné l'estime de l'opinion publique britannique en endurant sans broncher des années de reproches et d'affronts. Elle a dû essuyer plus de critiques que n'importe quel autre membre de la famille royale. Et elle ne s'en est jamais plainte. Cela force le respect et l'admiration. Elle a pris sa place auprès de Charles et s'y est épanouie en toute discrétion. En novembre 2022, le couple a reçu le premier chef d'État de son règne.
Il s'agissait du président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. Ces réceptions officielles sont toujours parfaitement réglées. Voir Charles endosser ce nouveau rôle a été un grand moment pour la nation. Nous avions l'habitude de voir la reine recevoir les chefs d'État avec le prince Charles à ses côtés. Il faudra désormais s'habituer à voir le roi Charles et son épouse Camilla avec William et Kate à leur côté. Et ces derniers se sont montrés aussitôt à la hauteur de leurs nouvelles fonctions en assistant de plus en plus souvent aux événements officiels. Le nouveau souverain préfère le travail d'équipe. Son fils William est toujours très présent, une habitude prise bien avant le décès d'Élisabeth II. William comprend qu'il est là avant tout comme soutien du roi. Ils représentent tous les deux l'avenir de la monarchie. Pour que ce régime ne tombe pas en désuétude, Charles sait qu'il doit inclure la génération suivante, et donc William, dans toutes les grandes décisions. William, quant à lui, répond à son devoir, et je crois qu'il apprécie de dessiner l'avenir de la couronne avec son père. Lors du banquet, Charles III s'adresse à ses hôtes dans toutes les langues d'Afrique du Sud. Dumela, Suabona, Molo, Molweni, Nda. Mr. President, my wife and I are delighted to welcome you. Le roi veut montrer que sous son règne, la Grande-Bretagne n'hésitera pas à se confronter à son passé colonial. We must acknowledge the wrongs which have shaped our past if we are to unlock the power of our common future. Ce n'est pas la première fois qu'il évoque en public les injustices du passé, sans toutefois présenter des excuses. Personne ne s'est jamais excusé pour le commerce des esclaves ou pour les crimes qui ont été commis pendant l'époque coloniale. Jusqu'à présent, on n'a jamais dépassé le stade des regrets. On reste dans la rhétorique finalement. Et c'est une question qui a aussi une dimension politique et juridique. Par conséquent, je ne crois pas qu'on verra un jour prochain la famille royale britannique demander pardon à ses anciennes colonies. De toute façon, elle ne pourrait pas le faire de son propre chef. C'est une affaire trop complexe, avec beaucoup de ramifications. Ça ne peut se faire qu'en accord avec le gouvernement. Charles III est un monarque constitutionnel sans réel pouvoir. Il doit donc agir avec prudence. Aujourd'hui, l'ancien empire britannique est une association libre d'États indépendants, le Commonwealth. Un certain nombre d'entre eux reconnaissent encore le roi d'Angleterre comme leur chef d'État. Mais certaines nations voudraient se détacher de cette ancienne tutelle, notamment dans les Caraïbes. La couronne a trop longtemps passé sous silence les dures réalités de l'esclavage. Ce serait sans doute une bonne chose que Charles accompagne de façon constructive ce débat sur le passé colonial britannique. Je l'imagine plus facilement s'emparer de la question que la reine ne l'aurait fait. Il est déjà sensibilisé au sujet, et pas seulement à la suite de l'affaire californienne, si on peut dire. Il a toujours été très ouvert aux autres religions. Il s'intéresse beaucoup à la culture des anciennes colonies britanniques. Et il n'est pas buté, de ce point de vue. L'affaire californienne. Depuis son retrait de la famille royale, Harry et son épouse procèdent à un grand déballage de leurs affaires privées. Ils évoquent les stratégies de relations publiques bien préparées de la famille royale, son manque d'empathie et son prétendu racisme, même si Harry est revenu sur ce dernier point et l'a démenti. Mais la campagne du couple ducal interroge. Ce sont eux qui pâtissent le plus de ces révélations. La majorité des Britanniques restent unis derrière Charles. Je n'ai pas abordé le sujet avec lui, et je ne le ferai pas. C'est trop délicat, trop douloureux. Il aime énormément ses fils. Il y a quelques années, pendant les fêtes de fin d'année, le prince Harry a pris en charge une émission d'actualité sur BBC Radio 4 qui s'intitule Today. Et en tant que rédacteur en chef invité, il avait choisi d'interviewer son père à l'antenne. C'était très touchant. Le roi Charles parle toujours de son fils chéri au sujet d'Harry.
C'est très difficile pour lui, parce qu'il se retrouve tiraillé entre son rôle de père et celui de monarque. Le roi garde le silence. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais se justifier. C'est la grande maxime de la famille royale britannique. Charles n'est pas comme sa mère, qui avait quelque chose de très dur. C'était un peu un chef d'entreprise avec de la poigne. On savait qu'elle faisait toujours passer l'institution royale avant sa famille et ses préférences personnelles. On l'a bien vu avec l'histoire de la princesse Margaret, qui n'a pas été autorisée à épouser un homme divorcé. D'ailleurs, les mariages de ses enfants n'ont pas été particulièrement réussis. Mais après bien des tergiversations, elle a fini par leur permettre de divorcer, parce qu'il renvoyait une image désastreuse de la famille royale. Dans le cas de Harry, quand il s'est mis à traîner la famille royale dans la boue, elle n'a pas hésité à l'exclure. Maintenant, la question est-ce que Charles possède cette capacité à sévir, voire cette brutalité? Parce que la famille royale est comme une firme, et quand on dirige une entreprise de cette importance, il faut savoir être extrêmement brutal. Charles a-t-il des qualités de chef d'entreprise? Une chose est sûre, il souhaite faire les choses à sa manière. Il a ainsi décidé d'ouvrir au public le palais de Buckingham et les résidences privées de la famille royale. Les bénéfices tirés d'un parc éolien financé par des fonds royaux seront reversés au secteur public. Et ce n'est pas tout. Selon la loi, le roi peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions par son épouse et les 4 personnes de plus de 21 ans les plus haut placées dans l'ordre de succession au trône. Mais Harry s'est mis en retrait et les déboires d'Andrew l'ont rendu peu fréquentable. La fille aînée de ce dernier, Béatrice, n'est pas Altesse royale à temps plein, selon l'expression consacrée. Pour la première fois, d'autres membres de la famille vont donc représenter le roi. Édouard et Anne, ses frères et sœurs. Ce règne s'inscrit à la fois dans le prolongement de celui d'Élisabeth et en rupture, comme en témoigne la première réception que le roi Charles donne au palais de Buckingham. Il a choisi de saluer le 50e anniversaire de l'arrivée des Asiatiques britanniques d'Ouganda au Royaume-Uni. En 1972, en Ouganda, sous la dictature d'Idi Amin Dada, 60 000 Ougandais d'origine sud-asiatique ont été expulsés du pays. Une petite moitié d'entre eux a trouvé refuge en Grande-Bretagne. Ce jour-là, Charles rend hommage à leur intégration. Cet événement a lieu dans un climat de forte tension politique et sociétale au sujet de l'immigration, des demandeurs d'asile, des immigrés clandestins, etc. Et je suis certain que c'était un choix mûrement réfléchi et quelque chose que la reine Élisabeth n'aurait certainement jamais fait. Élisabeth II incarnait une autre époque. Lors de son couronnement, le 2 juin 1953, Charles avait 4 ans. Les rites du sacre sont restés pratiquement inchangés depuis 1000 ans. Le souverain doit d'abord prêter serment, après quoi il est oint avec le Saint-Crème, couronné et investi des régalias ou insignes de la royauté. La foi chrétienne comporte une série de sacrements qui remontent au temps biblique. Et l'un d'eux consiste à oindre d'huile bénite le front et d'autres parties du corps de la personne qui doit être consacrée. Dans le cérémonial de la monarchie britannique, contrairement à celui de toutes les autres monarchies européennes, ce geste liturgique reste un moment important, un moment sacré du couronnement. Nous perpétuons cette tradition parce qu'il n'y a aucune raison sérieuse de l'abandonner. Les objets symboliques et liturgiques sont apportés de la tour de Londres pour le sacre. Parmi eux, l'ampoule contenant le Saint-Crème, l'orbe, le sceptre et les couronnes. Il y a en fait 2 couronnes pour des raisons pratiques. Le sacre se fait toujours avec la couronne dite de Saint-Édouard, qui est conservée à l'abbaye de Westminster et ne doit d'ailleurs en aucun cas en sortir. C'est pourquoi chaque monarque fait faire ses propres couronnes, qu'il porte lors de ses déplacements et de cérémonies officielles, telles que les coronamenta. Au Moyen-Âge, on donnait des festivités au cours desquelles la cérémonie du couronnement était renouvelée.
On doit certainement le plus beau moment du sacre au roi Édouard le Confesseur. C'est lui qui a instauré la tradition de la remise des 2 sceptres. L'un représente le pouvoir royal, tenu dans la main droite, et l'autre la clémence, tenue dans la main gauche. Seule la main droite est gantée, pour rappeler au monarque d'user de son pouvoir avec parcimonie. La main de la clémence, elle, reste nue. Toute la parentèle des Windsor assiste à cet événement aux allures de marathon. Au cours des 3 longues heures que dure le sacre, une tante de Charles a tout le loisir d'observer les invités. Ma mère m'a raconté que les pères du royaume avaient glissé un sandwich sous leur couronne. Ils n'avaient nulle part où les mettre et la cérémonie avait duré une éternité. Pour la reine, cette couronne est une obligation imposée par Dieu. Ce sens particulièrement aigu du devoir a profondément marqué le jeune Charles. Il se sentait négligé par sa mère. La vie de famille n'existe que pendant les vacances. Charles a décrit son enfance comme malheureuse et dépourvue d'amour. Il passe rarement du temps avec ses parents. À Londres, sa vie est régie par le protocole. Pour voir sa mère, le petit prince doit lui demander une audience. Pour nous, bien sûr, un prince est forcément un grand privilégié. Mais on sait qu'il n'a pas eu une enfance très heureuse. Il ne se sentait pas accepté par ses parents, qui avaient un tempérament très différent du sien. La reine était vraiment ancrée dans ses valeurs, et je pense qu'il n'était pas question pour elle de les remettre en cause. Son fils, par contre, a l'âme d'un intellectuel. C'est un esthète à l'esprit subtil. À Cambridge, il étudie l'archéologie et l'anthropologie et sort diplômé en histoire. Il s'est fait de très bons amis à Cambridge. Il les a presque tous gardés au fil des années. Bien entendu, on avait conscience de côtoyer le prince de Galles. Il y avait des gardes du corps sur le campus. Mais je crois qu'à l'époque, c'est-à-dire à la fin des années 60 et dans les années 70, il y avait moins de problèmes de sécurité. Il était relativement libre et menait une vie d'étudiant comme les autres, entre les fêtes et les cours. Charles passe 3 ans à Trinity College. Il en sort licencié S.Art et devient ainsi le premier prince héritier à obtenir un diplôme universitaire. Mais durant ses études, le prince de Galles se doit déjà de participer de temps à autre à des cérémonies officielles. Un jour, quelqu'un lui a demandé « Qu'est-ce que ça fait d'être le prince de Galles? Ça vous plaît ?» Il a répondu « Je l'ai toujours été. Je ne sais pas ce que ça fait d'être autre chose. » Je crois qu'il acceptait tout simplement son sort, avec le sens du devoir qui va avec. Sa vie tout entière est conditionnée par le devoir envers la couronne, y compris les aspects les plus intimes de l'existence. La première fois que je l'ai vu, je lui ai trouvé l'air très triste. Se souviendra Lady Diana, sa première épouse. Ce qu'elle a lu sur ce visage, c'est sans doute le regret de perdre son véritable amour. Car depuis le début des années 1970, Charles est épris de Camilla Shand. Mais entre eux, le mariage est hors de question. Camilla a beau être issue d'une bonne famille, c'est une roturière. Charles consent à épouser Diana Spencer, la fille d'un gentilhomme. Mais il ne peut oublier Camilla. Le 24 février 1981, les fiancés se présentent à la presse. I'm amazed that she's been brave enough to take me on. And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. Put your own interpretation. La réponse de Charles est de mauvais augure pour ce couple si mal assorti. Elle était beaucoup plus jeune que nous et apportait un vent de fraîcheur. Moi, j'étais ravie qu'il ait trouvé sa future épouse. Il était temps. Et elle était très sympathique. Elle avait un groupe d'amis assez distinct du nôtre, plus jeunes, des londoniens, pas des universitaires. C'était la rencontre de 2 univers très différents. 2 fils naissent de cette union, mais entre Charles et Diana, ce ne sera jamais le grand amour.
Et tandis que Lady Di devient la princesse des cœurs, ils s'éloignent de plus en plus. Bientôt, il devient évident qu'ils n'ont plus de couple que le nom. En 1992, après 11 ans de mariage, le Premier ministre annonce leur séparation d'un commun accord, dit-on. Mais l'opinion publique découvre alors la liaison de Charles avec son amour de jeunesse. Et Camilla devient la femme à abattre. Elle est la méchante, le Rottweiler, la briseuse de ménage. La double vie de l'héritier du trône s'affiche dans les tabloïds. Les paparazzis poursuivent le couple adultère. Et toute la nation est scandalisée par le traitement infligé à sa chère princesse par Charles et Camilla. En 1997, Diana perd la vie dans un accident de voiture, laissant ses 2 fils orphelins. Cet événement tragique hante encore la famille de Charles. Je dirais que personne n'a mesuré ce que le roi a enduré toutes ces années. Et je crois que c'est le sens du devoir qu'il a fait tenir. Mettre un pied devant l'autre, accomplir son travail. Ce n'est pas tant un masque qu'il affichait en public, mais une certaine résignation. Je ne pense pas qu'on soit 2 personnes différentes, une en privé et l'autre en public. C'est juste que le public ne voit pas toute la personne privée. Après la mort de Diana, Camilla vit plus d'1 année retirée dans sa demeure du Wiltshire, haïe et mise au banc de la société. Elle attendra 20 ans pour se confier sur cette période. C'était horrible, extrêmement désagréable. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je n'aurais pas tenu sans ma famille. Cet éloignement est salutaire. Les Britanniques finissent par oublier leur rancœur. Mais l'intérêt pour le couple ne faiblit pas. Leur première apparition publique commune est savamment orchestrée. L'occasion choisie est un événement privé, les 50 ans de la sœur de Camilla, célébrés au Ritz de Londres. Ils quittent la fête au bras l'un de l'autre, sous le crépitement des flashs. Dès lors, les journaux changent de ton. Et le message est clair, Charles ne reniera plus son amour pour Camilla. Tous ceux qui ont suivi la vie de Charles se souviennent de cette période avec Diana. Il ne s'est pas toujours comporté de façon très honorable. Il lui a fallu du temps pour surmonter cette animosité et pour que les Britanniques finissent par lui pardonner. En 2005, Charles épouse enfin Camilla avec la bénédiction de la reine et de ses 2 fils, Harry et William. Mais l'affaire n'est pas définitivement close. Dans le sillage de sa vindicte contre la famille royale, Harry reproche à Camilla d'avoir raconté à la presse leur première rencontre. Selon lui, elle l'aurait fait par calcul. Harry apparaît pour Charles comme la réincarnation de Diana. Il est un peu l'ange vengeur qui perpétue l'héritage de sa mère. Il rappelle constamment à son père qu'il a commis cette faute de ne pas avoir épousé la femme qu'il aimait, de s'être marié avec une personne qui n'était pas du tout faite pour lui, et vice-versa. Cette erreur jette une ombre sur la vie de Charles et il continue d'en payer les conséquences. Le décès tragique de Diana n'a pas affecté les 2 frères de la même manière. William a surmonté le traumatisme en se raccrochant à son rôle d'héritier au trône, soutenu par sa compagne, Kate. De son côté, Harry en souffre encore. De son propre aveu, et même de l'aveu de Charles, Harry a manqué d'accompagnement psychologique quand il était petit. Ce n'est pas facile de grandir en se sentant relégué à la place de suppléant, de roue de secours. Et ce n'est pas surprenant qu'il ait autant de ressentiment. Il avait embrassé pleinement ses fonctions officielles au service de la couronne, et ce avec succès. Voilà qu'après ces années de loyaux services, il était mis à l'écart avec sa femme, tout en se voyant nier l'indépendance qu'il méritait. Mais que voulez-vous? Ce n'est pas ainsi que fonctionne notre monarchie constitutionnelle fondée sur la primogéniture. Le trône reviendra au premier-né de Charles.
William et Kate jouent déjà un rôle important auprès de Charles III. Ce couple appliqué bénéficie d'un capital sympathie qui fait de lui l'avenir de la couronne. Paradoxalement, je crois que le départ du prince Harry a rapproché le prince William de leur père. William a une conscience aiguë de son rôle en tant qu'héritier direct du trône, et il sait qu'il devra peut-être succéder à son père dans un avenir proche. Quant à Catherine, elle s'est parfaitement adaptée à la situation. Et pourtant, cela n'a pas été facile. Étant d'origine roturière, elle a dû se faire à cette vie très particulière de la famille royale, et elle a dû essuyer bon nombre de critiques les premières années. Mais elle a tenu bon et a su s'attirer le respect et l'amour du public. Camilla s'est elle aussi habituée à cette vie très particulière. Plus les années passent, plus le public semble apprécier le couple. Ils ont d'ailleurs beaucoup œuvré pour gagner cette sympathie avec l'aide de communicants et au moyen de projets engagés. Quand elle s'est mariée à Charles en 2005, elle savait que les 10 années qui suivraient seraient déterminantes pour redorer son image et passer de briseuse de ménage à compagne du roi. Mais je pense que cette évolution s'est faite très naturellement. Elle n'a pas été particulièrement calculée. Par exemple, Camilla s'est toujours intéressée aux problèmes de l'alphabétisation, aux violences domestiques contre les femmes et au sort des filles en général. Elle n'a pas attendu de faire partie de la famille royale pour défendre ces causes qui lui sont chères. La première réception officielle de la nouvelle reine consort est d'ailleurs consacrée aux violences faites aux femmes. Elle invite des militantes et des décideurs à dialoguer au palais de Buckingham. La reine Élisabeth n'aurait pas fait ça. Et je doute même qu'elle se soit jamais penchée sur ce problème. À cet événement, l'assistance était très éclectique. Il y avait toutes sortes de personnes, pas nécessairement monarchistes, de milieux et de parcours très différents. C'était en soi un message très fort. Les reines de Belgique, de Jordanie et du Danemark sont aussi conviées à la réception. Camilla semble parfaitement à l'aise au milieu de ces têtes couronnées. Changement de décor. Nous voici au manoir de Highgrove, l'une des propriétés du couple royal, à 2 heures de route de Londres. Fidèle à sa réputation de bourreau de travail, Charles ne négligerait pour rien au monde sa correspondance privée. Il répond toujours aux lettres. Et je fais attention de ne pas lui écrire trop souvent, contrairement à mon fils, dont il est le parrain. Charles répond toujours, à la main, avec sa belle écriture. Il faut donc veiller à ne pas lui envoyer trop de lettres auxquelles il doit répondre. Charles fait figure de pionnier de l'agriculture biologique. Highgrove abrite depuis plus de 30 ans une ferme biologique, la Duchy Home Farm, qui est aussi célèbre que les jardins du domaine. Il n'hésite pas à s'impliquer très personnellement dans le travail. Je me souviens d'une visite de son jardin, ou plutôt de son parc. C'est un véritable puits de science en botanique. Il prend soin d'arranger les plantes entre elles de façon harmonieuse pour qu'il y ait des fleurs en toute saison. Et il est très au courant de l'importance du bois mort dans l'écosystème. De ce point de vue, c'est un visionnaire. On laisse libre cours à la nature dans une certaine mesure, tout en la guidant. There's something like 650 different varieties of fern. It's incredible. And then the Aberdeen Angus, obviously. Bought the first ones from my grandmother up at the Castle of May. Of course, the trouble with buying things off your members of your family, it's always very expensive. The real excitement for me is seeing orchids appearing. And for some years, I got up to, I think I counted 13 or 14. This year, I potted about here and looking. I got up to 53. I can't tell you how exciting that was. C'est un sujet qu'il prend très au sérieux. Je crois que tout le monde le sait aujourd'hui. Quand on va prendre le thé chez lui à Clarence House, il vaut mieux prévoir une petite laine parce qu'il a toujours été très sensible à la sobriété énergétique.
et il ne chauffe pas à plus de 18 degrés. On n'a pas forcément l'habitude de ce genre de température intérieure. Toutes ces questions lui tiennent beaucoup à cœur, même si cela lui vaut souvent des critiques. Charles s'est engagé dès les années 1970 en faveur de la protection de l'environnement. Pendant longtemps, les médias ont moqué cette marotte et traité Charles comme un illuminé. Ils l'avaient surnommé « le prince qui embrasse les arbres ». Il y a quelques années de cela, quand il parlait aux arbres et nous exhortait à protéger l'environnement, à recycler, lorsqu'il a créé la fondation du prince Charles, tout le monde le prenait pour un excentrique. Aujourd'hui, on mesure à quel point il était en avance sur son temps en matière d'écologie. Le développement durable est à l'ordre du jour de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos. En 2020, pour la 50e édition de l'événement, Charles prononce un discours phare rappelant l'urgence d'accélérer la transition vers une économie durable. I've come to realize that it is not a lack of capital that is holding us back, but rather the way in which we deploy it. Therefore, to move forward, we need nothing short of a paradigm shift. C'est son cheval de bataille, c'est ce qu'il passionne. Ça fait des années qu'il encourage le secteur public et le secteur privé à s'inscrire dans une économie durable. Il est heureux de voir que le monde a enfin ouvert les yeux sur les problèmes écologiques. Il suffit de le voir parler de ce sujet à Davos pour se rendre compte qu'il est dans son élément. Charles s'est engagé pour les questions autour du climat 40 ans avant les grèves scolaires des Vendredis pour le futur. À Davos, il rencontre l'égérie du mouvement, Greta Thunberg. J'étais là quand il a rencontré Greta Thunberg. Greta Thunberg était visiblement ravie de parler avec un septuagénaire conscient des enjeux écologiques. C'était merveilleux. Et c'était vraiment intéressant de les voir échanger sur leur expérience commune. Comme Charles à l'époque, Greta est souvent discréditée ou dénigrée. On a senti une grande affinité entre eux. La première visite officielle de Charles et Camilla en tant que couple royal a eu lieu en Allemagne. La Grande-Bretagne, d'après le Brexit, cherche ainsi à rétablir de bonnes relations avec ce pays central en Europe. Le moment est historique. C'est la première fois qu'un chef d'État est reçu avec les honneurs militaires devant la porte de Brandebourg à Berlin. Cette rencontre envoie un signal clair, celui de l'unité en temps de guerre et d'un engagement commun pour la protection du climat. Le nouveau roi met l'accent sur l'amitié entre les deux peuples, en gestes et en paroles. Gemeinsam müssen wir wachsam sein gegenüber Bedrohungen unserer Werte und entschlossen, diesen resolut entgegenzutreten. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. La visite est un succès, tant pour les relations germano-britanniques que pour le roi Charles III. Par son père Philippe, Charles est cousin de plusieurs maisons princières allemandes. Dans le Bade-Württemberg, le château de Langenbourg est la demeure du petit-fils de sa tante. Au-delà de ces liens familiaux, le chef de la maison de Langenbourg partage l'engagement de Charles en faveur de la transition écologique. En 2011, le prince a fondé avec le soutien de Charles le Forum de Langenbourg pour le développement durable. En 2013, le prince Charles s'est joint à des représentants des mondes politique, économique et social pour évoquer les solutions concrètes dans ce domaine. Dans la bourgade de Langenbourg, sa visite a fait sensation. Je dois dire que je ne m'étais pas rendu compte moi-même de tout ce que cela impliquait de le recevoir, du point de vue de l'organisation. Il venait en tant que prince de Galles et représentant du peuple britannique. Et les mesures de sécurité étaient un défi en soi. Où le faire atterrir? Comment l'amener de l'aéroport jusqu'ici et avec quel véhicule? On faisait déjà appel à des voitures durables, mais qui allait la conduire? Cette personne avait-elle une formation de policier? Qui allait accompagner le prince? C'était toute une affaire.
On était loin de la simple visite d'un cousin pour discuter d'agriculture. On a déployé énormément de moyens, mais cela en valait la peine. Il a fait forte impression. Bâtir une économie respectueuse des ressources disponibles et de l'avenir. Charles souhaite transmettre ce mot d'ordre à sa postérité. Il a ainsi fait un cadeau exceptionnel à son petit-fils George pour sa naissance. It was planted about the same time as George. My grandson was born, so it's really George's wood. So it'd be quite amusing for him, I hope, when as they grow up and he grows up one day. Dans une famille royale réputée pour sa froideur, Charles est un grand-père hors norme. Il se met à genoux et marche à quatre pattes pendant des heures. Il fait de drôles de bruits, il rit, et mes petits-enfants l'adorent. Ils l'adorent. Il lit Harry Potter et parvient à imiter les voix des personnages. Je crois que les enfants aiment ça. Pour une monarchie héréditaire, il est crucial de raisonner sur le long terme, de penser aux générations futures. Pour la famille royale, mais aussi pour l'avenir du royaume. C'est dans cet esprit que Charles a créé en 1976 une organisation caritative baptisée le Prince's Trust. C'est tout à son honneur de mettre à profit son temps de manière aussi utile. Par là même, il montre que l'une des choses les plus importantes aujourd'hui est d'aider les marginaux, en particulier les jeunes, à s'intégrer dans la société, pour qu'ils deviennent les penseurs, les acteurs et les décideurs de demain. Si on ne leur donne pas l'occasion de prendre leur avenir en main, comment espérer un meilleur avenir pour notre nation et pour le monde? Le principe est simple. Il s'agit de fournir aux jeunes une formation, un emploi et de nouveaux horizons pour leur donner la possibilité de prendre un bon départ dans la vie. La Fondation fait aujourd'hui pleinement partie du paysage social britannique et près d'1 million de jeunes gens ont déjà bénéficié de son aide. C'est notamment le cas d'Ezron Brown. Issu d'un milieu défavorisé, il était à la tête d'un gang de rue. Le Prince's Trust lui a permis de reprendre sa vie en main. Aujourd'hui, il dirige sa propre association d'aide sociale. En 2019, il a reçu des mains de Charles un prix baptisé Pride of Britain. Il a le don de parler aux gens. J'ai tourné avec lui à Durham, dans le nord de l'Angleterre, il y a quelques années de ça. La foule s'était amassée dans les rues. J'étais très surpris de voir autant de jeunes, des étudiants, alors que je m'attendais à rencontrer principalement des personnes plus âgées, des monarchistes convaincus. Mais pas du tout. Il y avait beaucoup d'étudiants venus à la rencontre de celui qui allait devenir leur roi. Are you all meant to be in a lecture somewhere? Yeah. Thank God I got my uses, you see. Are you all from China? Yeah. Taiwan? Did you all learn English before you? Oh, yeah. So you are brilliant. Oh, my Mandarin is very bad. Are you looking after this lot? Are you? Oh, you see. You add a certain amount of sunshine to the day, if I may say so, just like that. Puis il a pris le temps d'engager la conversation avec les uns et les autres. Je ne sais pas si c'était intentionnel, si c'était une stratégie délibérée, mais il échangeait quelques mots, reprenait son chemin et se retournait aussitôt, comme s'il n'arrivait pas à couper court à l'échange. On peut le voir à plusieurs reprises. Je crois qu'il le faisait spontanément. C'était sincère et pas calculé du tout, comme s'il pensait sincèrement que la conversation n'était pas terminée. Il témoigne du même intérêt pour son prochain en l'absence des caméras. Tous les ans, un jour ou deux avant Noël, il rend visite aux patients d'une unité de soins palliatifs en toute discrétion, sans tambour ni trompette. Il leur parle, il leur tient la main. Charles est également fidèle en amitié. Sa famille et celle de Sibella Laing sont liées depuis les années 1960. Le père de Sibella fut gouverneur général de 2 colonies britanniques. En tant que gouverneur général, mon père travaillait sous les ordres directs de la reine. Sa Majesté était donc très proche de ses gouverneurs généraux. Mon père était atteint d'un cancer et il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps.
Ce qui le tracassait le plus était qu'il n'en avait pas encore informé la reine, qu'il considérait comme son patron. Sibella appelle Charles, qui se rend alors auprès du père de son ami. Charles est allé à son chevet et lui a dit « J'ai appris que vous étiez gravement malade, Sir Maurice. » Mon père lui a répondu « Oui, mais ce qui m'ennuie, c'est que la reine n'est pas au courant. » Charles l'a immédiatement rassuré. « Ne vous inquiétez pas, monsieur. Dès que je serai rentré à Highgrove, j'appellerai en personne la reine et je lui ferai part de la situation. » Mon père est décédé 2 heures plus tard. C'est très représentatif de la personne qu'est notre nouveau roi. Cela témoigne de sa loyauté. Loyauté envers son pays, envers sa famille, envers ses amis. On peut compter sur lui dans les moments difficiles. À 70 ans passés, Charles et Camilla viennent de monter sur le trône le plus célèbre du monde. Charles s'est préparé toute sa vie à cette tâche. Pour le nouveau souverain, c'est l'occasion de mettre en avant les questions qui lui tiennent à cœur et de mener une existence heureuse aux côtés de la femme de sa vie. Il a fini par épouser la femme qu'il a toujours aimée. Et il s'est épanoui à ses côtés bien avant de monter sur le trône. Voyant cela, de nombreux Britanniques se sont dit « En fait, c'était elle la bonne, dès le début. » Finalement, il est resté fidèle à lui-même. Cet épilogue les a réconciliés avec Charles, avec ses faits et gestes, avec ses décisions. Ces dernières années, il a su gagner le respect de ses sujets. Et c'est pour cette raison que le changement de règne s'est déroulé en douceur, sans heurts. Du temps d'Élisabeth II, on disait parfois que la monarchie était une institution en voie de disparition. Mais la figure de la reine a fini par devenir indissociable de l'image de la Grande-Bretagne. Après le règne exceptionnellement long d'Élisabeth II, tout le monde sait que celui de Charles III sera plus court. Il en parle très librement. Il sait qu'il ne sera pas là encore très longtemps. Mais cela ne veut pas dire que son règne n'aura aucun poids. Il peut et il va marquer l'histoire. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre. À charge désormais pour Charles III de convaincre les Britanniques de l'utilité de la maison de Windsor et de préparer la monarchie pour l'avenir.